Dans un village reculé, niché au cœur de la forêt équatoriale, vivait un homme respecté et sage nommé Diami. Il était reconnu par tous pour sa connaissance des traditions et son autorité naturelle. Cet homme avait une famille nombreuse, mais ce sont surtout ses 4 fils et sa fille qui occupaient une place centrale dans l'histoire de leur lignée. Ces fils portaient des noms qui reflétaient leurs dons uniques: Piebi, le vent, capable de se déplacer avec une rapidité et une légèreté surprenantes, comme une bourrasque qui traverse la forêt. Ituli, le forgeron, habile de ses mains, créateur d'âmes et d'outils indispensables à la survie de son peuple. Luodo, le visionnaire, doté d'un esprit mystique et d'un don rare qui lui permettait de percevoir ce que les autres ne pouvaient voir. Ombina, le chasseur, maître dans l'art de traquer et d'abattre le gibier, un guerrier redoutable et un protecteur vigilant. Enfin, il y avait Yélé, la seule fille de Diami. Belle et douce, elle était chérie par ses frères, mais aussi protégée à l'extrême. Depuis toujours, il lui avait interdit d'aller dans la forêt, prétextant que le monde extérieur était trop dangereux pour elle. Pourquoi cette interdiction? Peut-être craignait-il les esprits de la forêt, les prédateurs invisibles, ou encore d'autres hommes qui pourraient vouloir lui faire du mal. Quoi qu'il en soit, ils décidèrent qu'elle ne franchirait jamais les limites de leur concession. Pour s'assurer de son obéissance, ils construisirent un enclos, une sorte de barrière symbolique et physique. Mais pouvait-on réellement enfermer un esprit libre comme celui de Yélé? Sans le savoir, les frères venaient de semer les graines de leur propre aventure. Car plus on enferme un être, plus il rêve de liberté. Le soleil était haut dans le ciel, inondant le village d'une lumière dorée qui dansait sur les feuillages épais de la forêt équatoriale. Yélé, assise à l'ombre d'un grand arbre dans l'enclos où ses frères l'avaient confinée, observait le monde extérieur avec une mélancolie silencieuse. Depuis son plus jeune âge, elle avait grandi entourée d'interdictions. Ne va pas dans la forêt. Ne quitte pas l'enclos. Reste où tu es en sécurité. Mais comment pouvait-elle accepter cela sans questionner? La forêt, avec ses murmures et ses promesses, l'appelait sans cesse. Elle en connaissait chaque senteur, chaque ombre mouvante. Ce jour-là, Yélé eut soif. Elle appela un jeune garçon du village et lui demanda d'aller puiser de l'eau pour elle. Mais celui-ci refusa. Peut-être craignait-il la colère des frères de Yélé s'il lui obéissait. Ou peut-être était-ce un simple caprice. Quoi qu'il en soit, elle se retrouva seule face à son besoin. Alors, une décision s'imposa à elle: si personne ne veut aller chercher de l'eau pour moi, j'irai moi-même. Sans plus attendre, Yélé prit une calebasse et, le cœur battant, sortit de son enclos. Elle avança prudemment, d'abord sur la terre battue du village, puis sur les sentiers de la forêt. L'air y était plus frais, empli d'un parfum de feuilles humides et de fleurs sauvages. Le chant des oiseaux l'accompagnait, et chaque pas résonnait en elle comme une victoire sur l'interdiction. Enfin, elle atteignit la rivière. L'eau scintillait sous le soleil, calme et accueillante. Elle se pencha pour remplir sa calebasse. Mais soudain, un bruit déchira le silence. Un battement d'ailes puissant, un souffle de vent. Yélé leva les yeux et vit une ombre immense fondre droit sur elle. Un aigle colossal, aux serres acérées et au regard perçant, plongeait vers elle avec une rapidité foudroyante. Paniquée, elle comprit que la mort approchait. Dans un dernier réflexe, elle s'écria: « Ne me tue pas. Prends-moi plutôt avec toi, je serai ta femme. » L'aigle, surpris par ces mots, suspendit son attaque. Il la fixa un instant, comme s'il réfléchissait. Puis, d'un battement d'ailes, il la saisit avec une force inouïe et l'emporta dans le ciel. Le village et la rivière s'éloignèrent sous elle à une vitesse vertigineuse. Le vent hurlait à ses oreilles tandis qu'elle montait toujours plus haut, prisonnière du ciel et du destin qu'elle venait d'invoquer elle-même. L'aigle la porta jusqu'à son nid, perché au sommet d'un arbre gigantesque, dominant toute la forêt. Là, il la déposa délicatement. Avant de repartir chasser, il lui donna un avertissement: « Ne quitte jamais cet endroit en mon absence. Ici, tu es en sécurité. » Puis il s'envola, la laissant seule dans un monde inconnu, suspendu entre ciel et terre, loin de tout ce qu'elle avait connu. Pendant ce temps, au village, l'inquiétude grandissait parmi les frères de Yélé. L'absence prolongée de leur sœur commença à se faire ressentir. Ils s'étaient habitués à sa présence quotidienne, à ses sourires et à ses paroles douces. Mais aujourd'hui, il n'y avait ni trace d'elle ni signe de son retour. Ils se regardaient les uns les autres, sans savoir quoi faire. Le plus inquiet parmi eux était Luodo, le visionnaire. Il ressentait, comme à son habitude, une perturbation dans l'air. Il avait un don mystérieux qui lui permettait de voir au-delà des évidences et des apparences.
Un don qui, dans ce genre de situation, pourrait être leur seul espoir. Après un silence lourd, les frères se tournèrent vers lui. Luodo, toi qui vois ce que nous ne pouvons voir, où est notre sœur? Demandèrent-ils, désespérés. Luodo ne répondit pas immédiatement. Il se coucha sur son lit de feuilles, dans la pièce centrale de la maison. Ses yeux se fermèrent lentement. Tout autour de lui se fit silencieux, comme si même la nature attendait qu'il entre en communion avec l'invisible. Les frères restèrent là, muets, sachant que Luodo était en train de parcourir des territoires inconnus dans le monde des rêves et des visions. Dans son sommeil profond, Luodo se leva. Ses pas l'emportèrent au-delà des frontières du réel, là où les esprits des ancêtres et des éléments pouvaient lui souffler des réponses. Il marcha, traversa des montagnes invisibles, descendit des vallées d'ombre, jusqu'à ce qu'il atteigne l'endroit où leur sœur était retenue. Il s'éleva au-dessus des arbres et aperçut, au loin, le gigantesque nid de l'aigle. Là, au sommet d'un arbre immense, il vit Yélé, seul, entouré d'un silence lourd. L'aigle, bien que présent dans les airs, ne semblait pas être un danger immédiat. Il était en chasse. Luodo, à distance, observa la scène, et tout devint clair, elle est en vie, et elle est là-haut, en sécurité, mais elle est prise au piège. Sans perdre de temps, Luodo revint dans le monde des vivants et se leva de son lit. Il dit à ses frères et leur annonça, « J'ai vu notre sœur. Elle est en vie et elle se trouve dans les cieux, captive d'un aigle. » Les frères, soulagés d'entendre que leur sœur était toujours en vie, mais inquiets du danger auquel elle était confrontée, se concertèrent immédiatement. Ils décidèrent qu'il était temps d'agir, et que le sauvetage de Yélé ne souffrait plus d'attente. Ils se tournèrent alors vers Étouli, le forgeron, qui avait l'habitude de façonner des objets à partir de métaux et d'autres matériaux solides. Ce dernier, d'un calme absolu, prit la parole, « Si l'aigle est notre ennemi, nous devons nous préparer. Je vais forger des flèches, et nous aurons également besoin d'une pirogue pour traverser la rivière. » Étouli se mit immédiatement au travail. Il forgea des flèches solides, adaptées pour affronter la bête qui avait enlevé leur sœur. Il travailla avec une précision méticuleuse, ne laissant rien au hasard. Il savait que ce qu'il fabriquait serait déterminant pour l'avenir de leur quête. Ensuite, il se mit à construire une pirogue, un moyen de transport qui les emmènerait à l'endroit où Luodo avait vu Yélé. La pirogue, robuste et bien pensée, devait leur permettre de traverser la rivière avec sécurité, sans risquer d'être engloutis par les flots tumultueux de l'eau. La construction de la pirogue prit un certain temps, mais une fois terminée, elle était prête à affronter les défis de la rivière et du ciel. Quand tout fut prêt, les frères se réunirent, leur cœur battant d'impatience. Ils prirent leur place dans la pirogue, chacun prêt à jouer son rôle dans cette aventure périlleuse. Il était maintenant temps de partir. Piebi, le vent, serait celui qui prendrait la tête de l'expédition. Leur cœur battait à l'unisson, l'air était lourd de tension. Les 4 frères, déterminés à sauver leur sœur, s'étaient lancés dans leur expédition avec la pirogue construite par Étouli. En pagayant avec force et synchronisation, ils progressaient lentement sur les eaux de la rivière. Leurs pensées étaient concentrées sur un seul objectif, retrouver Yélé et la ramener à la maison saine et sauve. Les bruits de la rivière, le fracas des pagaies frappant l'eau et le chant des oiseaux dans les arbres s'étaient estompés, remplacés par une atmosphère chargée d'angoisse et d'anticipation. La fin de leur voyage approchait. Tout à coup, un vent violent souffla en rafale, perturbant la calme surface de l'eau. Cela ne pouvait être qu'un signe, Piebi, le vent, était en train de se préparer à accomplir sa tâche, récupérer Yélé. Le vent dans les voiles de la pirogue s'intensifia, propulsant l'embarcation plus vite. Puis, un cri perça le ciel. C'était l'aigle, un monstre ailé, surgissant du lointain avec une rage farouche. Ses ailes déployées couvraient le ciel, son cri était comme un écho de guerre, une menace incarnée. Il volait avec une vitesse fulgurante, et ses yeux perçaient l'air comme des flammes. Il fonçait sur la pirogue avec la rapidité d'un éclair. À ce moment-là, Piebi, le vent, déploya toute sa puissance. Il souffla avec une telle force qu'un tourbillon s'éleva autour de lui, et les vagues sur la rivière commencèrent à se soulever. Il créa un mur de vent, balayant tout sur son passage, pour repousser l'aigle. Mais l'aigle, dans un cri de rage, poussa ses ailes d'une force immense, déchirant l'air, comme pour contrer le souffle de Piebi. Il plongea à toute vitesse, frappant la pirogue avec ses serres acérées. L'eau autour d'eux se troubla, et un bruit sourd résonna alors que l'aigle percutait l'embarcation, la brisant en morceaux. L'aigle ne se contenta pas de cela, dans sa rage folle, il tenta de saisir Yélé, qui était assise dans la pirogue, la traînant avec lui. Ombina, le chasseur, réagit immédiatement.
Il saisit son arc et une flèche qu'il avait soigneusement préparée. Il bandait l'arc avec force alors que l'aigle continuait sa charge. Avec une précision inouïe, il décocha une flèche qui se ficha dans une des pattes de l'aigle. L'aigle poussa un cri strident de douleur et s'écarta, mais ses yeux brillaient d'une rage qui ne semblait pas s'éteindre. Le chasseur, sans perdre une seconde, tira à nouveau. Cette fois, la flèche atteignit l'autre patte de l'aigle, qui, blessé, chancela dans les airs. L'aigle s'éloigna momentanément, mais, même blessé, il n'était pas encore prêt à capituler. Dans sa douleur, il cria de manière furieuse, et ses ailes battirent avec plus de force. Mais sa trajectoire était maintenant moins précise, et il perdit son orientation, s'écrasant contre un arbre à proximité. Le groupe, bien que secoué, ne se laissa pas démonter. Ils se rassemblèrent autour de leur sœur, en tentant de réparer la pirogue. Cependant, avant qu'ils aient pu vraiment prendre un moment pour respirer, l'aigle, furieux et blessé, se redressa. Il n'était pas prêt à les laisser partir. Le vent soufflait fort, créant une tempête autour de l'aigle. Alors que l'oiseau était sur le point de fondre à nouveau sur eux, Piébi, avec sa maîtrise du vent, accéléra le souffle autour de l'aigle. Il le repoussa de plus en plus loin, le réduisant en une spirale d'air violent. Mais l'aigle n'était pas en reste. Ses ailes se déployaient comme des voiles immenses, et il lutta contre le vent, créant des turbulences qui secouaient le ciel. Le combat faisait rage entre l'aigle et le vent, les vagues de la rivière se brisaient contre les rives. Les hommes, repliés derrière les épaules du chasseur et du forgeron, se préparaient à tout, sachant que l'affrontement avec l'aigle ne serait pas facile. C'était un combat entre la force brute de l'aigle et l'ingéniosité humaine, mais plus encore entre la furie de la nature et la volonté de la famille. C'est à ce moment-là que l'aigle, affaibli par les flèches d'Ombina et les bourrasques de Piébi, se jeta à nouveau sur eux. Mais, dans un dernier effort désespéré, il chercha à frapper la pirogue avec ses serres, cherchant à détruire l'embarcation une fois pour toutes. Les frères, à bout de force, regardèrent l'oiseau en furie se rapprocher, mais avant qu'il n'atteigne sa cible, Ouchu Ombina tira un dernier coup, cette fois sur le cœur de l'aigle. La flèche s'enfonça profondément dans le torse de l'oiseau. L'aigle poussa un cri de douleur immense, et ses ailes battirent une dernière fois avant qu'il ne chute lourdement au sol, épuisé et brisé. Les frères se précipitèrent vers lui, ne le laissant pas se relever. Ils attachèrent une corde autour de son cou, une corde solide tissée par les mains du forgeron, et le déposèrent dans la pirogue, fiers de leur victoire. L'aigle, maintenant captif, ne représentait plus une menace. Les frères, épuisés mais satisfaits, ramenèrent Yélé à la maison. Ils avaient réussi à la sauver, mais la bataille contre l'aigle marquerait à jamais cette aventure. Le voyage de retour vers le village se fit dans un silence lourd, une tension palpable flottant dans l'air. Les 4 frères, bien qu'ayant accompli un exploit extraordinaire, ne se sentaient pas réellement unis dans leur victoire. Chaque geste, chaque regard échangé entre eux semblait être porteur d'une compétition silencieuse. Leur sœur Yélé, enfin libérée de l'emprise de l'aigle, se tenait à l'arrière de la pirogue, ses pensées perdues dans les événements qu'elle venait de traverser. Au fur et à mesure qu'ils approchaient de leur village, les tensions parmi les frères grandissaient. En effet, chacun d'eux se sentait légitimement impliqué dans le sauvetage de Yélé et croyait que sa contribution particulière à l'aventure était la plus importante. Lorsque la pirogue accosta au bord de la rivière, la première dispute éclata. Ils avaient récupéré Yélé, certes, mais maintenant venait le moment où chacun voulait revendiquer la récompense. C'était comme si, après tout ce qu'ils avaient traversé, le vrai combat allait commencer. Jours après leur combat avec l'aigle, Yélé leur servit quelques bananes pilées. Tout d'abord, Luodo, le visionnaire, se tourna vers Yélé, et d'un ton résolu, il affirma. « Ces bananes sont à moi. Sans ma vision, sans mes rêves, nous n'aurions jamais su où tu te trouvais. J'ai vu l'endroit où tu étais, j'ai marché pour te retrouver. Donc, ces bananes m'appartiennent. » Le regard des autres frères se fit plus intense, et Étouli, le forgeron, n'attendit pas longtemps pour répliquer. D'un geste ferme, il intervint, « Non, Luodo. C'est moi qui ai forgé les flèches qui ont permis de tuer l'aigle. Sans mes armes, nous n'aurions jamais pu nous défendre contre lui. Ce sont donc mes efforts qui ont mené à sa chute. C'est moi qui mérite les bananes. » Leur dispute montait en intensité. Piébi, le vent, les observa, ses yeux scintillants de colère et de frustration. Il attendait son tour pour revendiquer ce qu'il considérait comme sa juste part. Vous êtes tous en train de vous tromper. C'est moi qui ai soufflé le vent le plus fort pour nous propulser à travers la rivière et éloigner l'aigle. Sans moi, vous seriez restés prisonniers dans la forêt,
à la merci de l'aigle. Les bananes sont à moi. Mais au moment où la dispute semblait sur le point d'exploser, Owuchu-Ombina, le chasseur, intervint à son tour. Vous oubliez une chose, c'est moi qui ai tué l'aigle. Vous pouvez vous battre pour des flèches et des vents, mais c'est grâce à mes flèches et à ma précision que nous avons enfin pu capturer cet oiseau. Si je n'avais pas tiré, il nous aurait tous tués dans sa rage. Ces bananes sont à moi, et à moi seul. Les 4 frères se fixèrent alors, leur visage empreint d'une profonde rancœur et d'incompréhension. Chacun d'eux croyait avoir le droit de réclamer les bananes comme récompense légitime pour ses efforts. La jalousie, l'orgueil et le désir de reconnaissance les avaient envahis. Mais c'est à cet instant que Diami, leur père, fit son apparition. Il était resté silencieux jusqu'à maintenant, observant ses fils avec une sagesse calme. D'un regard perçant, il fixa les 4 frères, puis, d'un pas lent, s'avança vers eux. Il les regarda tour à tour, ses yeux pénétrants semblant lire dans leurs âmes. Il se tourna alors vers Luodo, le visionnaire, « Tu as vu, mais ce n'est pas ta vision seule qui nous a sauvés. Ce sont aussi les actions concrètes des autres qui ont permis de réaliser cette quête. » Il se tourna ensuite vers Etuli, le forgeron, « Tu as forgé des flèches, mais sans le vent pour propulser notre pirogue, tes flèches n'auraient eu aucune utilité. » Puis il se tourna vers Piebi, le vent a soufflé fort, mais sans le courage du chasseur, vous n'auriez pas eu la victoire. Enfin, il fixa Owuchu-Ombina, le chasseur, « Tu as tué l'aigle, mais tes flèches n'auraient pas été suffisantes sans la vision de Luodo, ni sans la force du vent et des flèches. » Les 4 frères, qui avaient d'abord été déterminés à revendiquer la victoire pour eux seuls, baissèrent les yeux, un peu honteux. Le père, Diami, les avait tous remis en place avec une clarté implacable. Ces bananes sont à moi. Aucun de vous n'aurait pu accomplir cette mission seul. C'est en unissant vos talents, vos compétences et vos forces que vous avez sauvé votre sœur. Quant aux bananes, elles ne sont pas à vous seules. Elles ne sont qu'une petite part d'une victoire bien plus grande. Vous ne pouvez pas tout posséder. Parfois, la sagesse réside dans le fait de reconnaître ce que vous devez partager. Les frères restèrent silencieux, réfléchissant à ces paroles. Ils se rendirent alors compte que leur division n'avait pas de sens, qu'ils n'avaient pas agi en frères mais en rivaux. Ils avaient laissé leurs désirs personnels obscurcir l'importance de l'unité. Le père, Diami, leur donna une dernière leçon, l'unité d'une famille n'est pas mesurée par ce que chacun prend pour lui, mais par ce qu'ils partagent ensemble. Ainsi, les frères, après un moment de réflexion collective, se rendirent compte qu'aucun d'eux n'avait remporté les bananes. C'était leur père, Diami, qui prit finalement les bananes. Il les mangea avec un sourire tranquille, en silence, tandis que ses fils, apprenant la valeur de l'humilité et du partage, se rapprochaient enfin dans un sentiment renouvelé d'unité et de fraternité.